Et si le prochain conflit ne se livrait pas avec l'arsenal conventionnel que nous connaissons, la victoire N se forge déjà par la puissance des aimants. La République populaire détient la mainmise sur 90% des éléments cruciaux qui animent votre appareil mobile, votre véhicule et même vos forces armées. Để hơn nghìn văn năng, ils ont amorcé leur manœuvre décisive. Tandis que les nations occidentales engloutissaient des milliers de milliards dans des conflits pétroliers au Moyen-Orient, la Chine orchestrait la plus insidieuse des prises de contrôle économique de l'histoire. Loin des incursions militaires, ils ont acquis la maîtrise des éléments mêmes du tableau périodique. Pourtant, la majeure partie de la population demeure ignorante de cette réalité qui se dessine. Si les terres rares venaient à manquer, la société contemporaine cesserait de fonctionner. Remontons le temps jusqu'en 1992. Lors de sa tournée d'inspection dans le sud, Deng Xiaoping prononça un discours y glissant une déclaration singulière et pivot. Si le Moyen-Orient détient le pétrole, la Chine possède l'atout des minéraux de terre rare. Les analystes occidentaux l'ont balayé d'un revers de main, y voyant une simple bravade nationaliste. Or, cela s'est révélé être un plan stratégique cantonnaire méticuleusement élaboré. La Chine ne s'est pas contentée d'extraire les terres rares. Elle a transformé l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement en un instrument stratégique. Tandis que les entreprises américaines fermaient leurs installations de traitement polluantes pour se conformer aux régulations écologiques, la Chine érigeait l'infrastructure mondiale de raffinage. Ils ont apporté un soutien financier massif tout en ignorant sciemment la contamination environnementale. Leur stratégie s'inscrivait dans le long terme. Dès 2010, la Chine avait consolidé son emprise sur 70% de l'extraction mondiale de terres rares. Mais l'aspect véritablement alarmant réside ici. Il domine 90% du traitement des terres rares. C'est précisément dans cette étape de transformation que réside le véritable levier stratégique. Le minerai brut est bon marché et abondant. Pourtant, le processus de raffinage, cette transformation du minerai en lithium de qualité batterie, en néodyme de qualité magnétique et en gallium de qualité semi-conducteur, constitue le goulot d'étranglement crucial. Et la Chine en détient le contrôle exclusif. Posséder chaque gisement de lithium à l'échelle mondiale est sans conséquence si la capacité de raffinage fait défaut. Toute construction devient alors impossible. Sans cela, les véhicules électriques ne peuvent être fabriqués. Les éoliennes restent impossibles à produire. Même les avions de chasse F-35 avancés ne peuvent être assemblés. La Chine a effectivement érigé un péage mondial, contraignant chaque économie avancée à lui payer tribut. Avançons maintenant jusqu'en décembre 2023. Pékin a alors interdit l'exportation de la technologie de séparation des terres rares, non pas seulement les matières premières, mais l'expertise indispensable requise pour leur traitement. Les gouvernements occidentaux, de manière remarquable, ont montré une conscience minimale. Par la suite, en avril 2025, la Chine a imposé des limitations d'exportation strictes sur 7 éléments de terres rares spécifiques destinés aux États-Unis, tout en exigeant simultanément une licence pour tous les autres destinataires internationaux. En un seul mois, les expéditions mondiales d'aimants ont chuté de 74%. Les constructeurs automobiles ont été contraints de suspendre la production de véhicules électriques. Les producteurs d'éoliennes ont désespérément cherché des stocks existants. Les entrepreneurs de la défense ont été confrontés à la dure réalité que leurs systèmes d'armes critiques, missiles, réseaux radars et avions de chasse étaient effectivement liés au contrôle chinois. Pourtant, la situation a dégénéré en quelque chose de véritablement orwellien. En octobre 2025, la Chine a promulgué la norme 61, stipulant que tout produit contenant aussi peu que 0,1% de terres rares d'origine chinoise ou fabriqué à n'importe quelle étape en utilisant la technologie chinoise nécessiterait une licence d'exportation du gouvernement chinois. Considérez les implications. Un fabricant d'aimants japonais utilisant du dysprosium qui a été initialement traité en Chine nécessite désormais l'autorisation explicite de Pékin pour vendre cet aimant fini à un producteur automobile allemand. La Chine avait ainsi affirmé sa juridiction extraterritoriale sur l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement mondiale.
Les ramifications, cependant, se sont encore approfondies. Toute entreprise démontrant une affiliation avec une entité militaire étrangère se verrait automatiquement refuser une licence. Cela a effectivement coupé la base industrielle de défense américaine. Un seul avion de chasse F-35, par exemple, nécessite 418 kg de terrestres. Un sous-marin de classe Virginia, en revanche, IG 4/600 kg. Le Pentagone ne possède actuellement qu'un stock stratégique de 6 mois. Au-delà de cette période, toute production cesse. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a ouvertement reconnu cette réalité. La Chine a efficacement ciblé les chaînes d'approvisionnement et les fondations industrielles du marché libre mondial. Si cette révélation vous surprend, n'hésitez pas à vous abonner. Le récit s'étend bien au-delà des perceptions initiales. Sa conclusion restant encore à écrire. Dès lors, quelle méthode la Chine a-t-elle employée pour asseoir une emprise aussi dominante? L'analyse des flux financiers révèle que, depuis 2013, l'initiative chinoise, la ceinture et la route, a canalisé 57 milliards de dollars dans des entreprises minières à travers l'Afrique et l'Amérique latine. Cependant, il ne s'agissait pas d'un acte de philanthropie, mais bien d'une acquisition stratégique d'actifs. Considérant la République démocratique du Congo, qui détient 70% des réserves mondiales de cobalt. Actuellement, les entreprises chinoises exercent un contrôle sur la quasi-totalité des opérations minières de cobalt d'envergure. En 2016, l'acquisition de Tenke Fungurume par China Molybdenum pour 2,6 milliards de dollars représentait plus qu'un simple achat de mines. Il s'agissait d'assurer une influence stratégique. Un élément capital se dégage. 95% des prêts chinois soutenus par l'État pour l'exploitation minière étaient dirigés vers des projets dans lesquels les entreprises chinoises conservaient des participations au capital. Leur stratégie allait au-delà de la simple acquisition des ressources extraites. Ils ont sécurisé la propriété de la source même, du cuivre du Pérou au lithium de Zimbabwe et au nickel de l'Indonésie. La Chine a systématiquement monopolisé les matières premières essentielles à l'économie moderne, avec un coût humain et environnemental affectant de manière disproportionnée les communautés résidant près de ces sites miniers. En RDC, des chercheurs ont documenté la destruction de millions d'arbres et la contamination des sources d'eau par le cobalt, identifié comme cancérigène, est associé à une recrudescence des malformations congénitales parmi la descendance des mineurs. Les écosystèmes aquatiques périclitent à mesure que les cours d'eau deviennent toxiques et la question de l'exploitation de la main-d'œuvre demeure. On estime à 40 000 le nombre d'enfants, certains âgés d'à peine 7 ans, employés dans les mines de cobalt, recevant des salaires inférieurs à 2 dollars par jour. Ces enfants acheminent des charges de 50 kg sans aucun équipement de sécurité, inhalant de la poussière contaminée par des métaux lourds, ce qui entraîne des lésions pulmonaires irréversibles. Le département du travail des États-Unis a mis au jour des cas de travail forcé, avec des travailleurs victimes de la traite par les groupes armés, payés 41% en dessous du salaire minimum et connaissant une prévalence de maladies dépassant 70%. C'est cette même chaîne d'approvisionnement qui sous-tend la production de votre Tesla, de votre iPhone et la transition plus large vers l'énergie propre. Au sein du triangle du lithium sud-américain, englobant le Chili, l'Argentine et la Bolivie, une crise distante et alarmante se déploie. Le processus d'extraction d'une seule tonne de lithium exige la consommation de 2 millions de litres d'eau. Dans le désert d'Atacama, reconnu comme l'une des régions les plus arides de la planète, les opérations minières de lithium ont épuisé 65% des ressources hydriques indigènes. Les populations indigènes locales sont les témoins impuissants de la disparition de leurs lagunes, de la perte de leur rendement agricole et de la mort de leur bétail. Cette dévastation survient principalement pour permettre aux consommateurs occidentaux de faire fonctionner des véhicules électriques et de maintenir une illusion de gestion environnementale. Le fardeau écologique de cette transformation verte retombe de manière disproportionnée sur les communautés les plus démunies du globe, la Chine se positionnant stratégiquement comme l'intermédiaire accumulant les profits à chaque étape. Considérons la dualité quantitative. L'Agence internationale de l'énergie prévoit un doublement de la demande en minéraux critiques d'ici 2040, en supposant que les trajectoires politiques actuelles persistent. Si des scénarios climatiques plus ambitieux se concrétisaient, cette demande pourrait tripler.
Spécifiquement, les besoins en lithium pourraient quadrupler d'ici 2030. Con gộp một mảnh rác đưa mỏng đừng còn cơ bản. Nickel và graphite devraient également augmenter substantiellement. Un véhicule électrique nécessite 6 fois le volume de minéraux critiques par rapport à une automobile conventionnelle à essence. Une seule unité de batterie de 60 kWh incorpore 185 kg de minéraux variés, comprenant 52 kg de graphite, 30 kg de nickel et 20 kg de cobalt. Les ventes mondiales de véhicules électriques devraient atteindre 35 millions d'unités d'ici 2030, une escalade significative par rapport aux 10 millions enregistrés en 2023. Considérons les implications de ces chiffres. Cela se traduit par des milliards de tonnes de minerais bruts nécessitant extraction, raffinage et traitement au cours des 6 prochaines années. Cependant, un défi critique émerge. La contrainte principale ne réside pas dans la phase minière, mais plutôt dans les étapes de traitement subséquentes. La construction d'une installation de raffinage de lithium exige un investissement de 500 millions de dollars et s'étend généralement sur une période de développement de 5 à 10 ans. Pour les installations de séparation de terres rares, les délais sont encore prolongés et les complexités opérationnelles sont considérablement amplifiées. Toute nouvelle installation annoncée aujourd'hui est peu susceptible d'atteindre sa pleine capacité opérationnelle avant 2028-2030 au plus tôt. Au moment où les alternatives occidentales deviendront opérationnelles, la Chine aura soit solidifié sa domination du marché à un degré encore plus grand, soit contraint les nations occidentales à un état de compromis durable. La période critique s'étendant de 2025 à 2035 marque l'apogée de l'influence stratégique chinoise, une fenêtre d'opportunité qui se referme à grande vitesse. Face à ce constat, quelle riposte stratégique les nations occidentales déploient-elles? Les États-Unis ont sans équivoque adopté un cadre de politique industrielle d'une ampleur inédite. Sous l'administration Trump, $1 milliard substantiel fut investi sous forme prise de participation au capital d'entreprises minières, marquant une appropriation directe plutôt qu'un simple prêt. NP Materials s'est vu allouer une enveloppe de 400 millions de dollars. Vulcan Elements a bénéficié d'un financement de 660 millions de dollars. Lithium Americas a réussi à convertir un prêt de 2,2 milliards de dollars en une participation directe de l'État, modifiant ainsi sa structure financière. Une telle manœuvre financière stratégique est sans précédent historique. Le gouvernement américain est ainsi devenu un actionnaire direct des constituants fondamentaux du tableau périodique. Parallèlement, l'Europe a promulgué le Critical Raw Materials Act, une initiative législative visant à atténuer sa dépendance excessive envers un seul État-nation pour ses ressources essentielles. Avec un objectif de 65% d'ici 2030, le continent soutient activement les entreprises minières au Groenland, en Suède et en Finlande. Leur stratégie englobe une promotion agressive des initiatives de recyclage, la substitution de matériaux et le développement de nouvelles compositions chimiques. Cependant, la dure réalité impose que, même avec des efforts concertés et maximaux, la capacité de traitement alternative requise n'atteindra pas une échelle opérationnelle significative avant la période 2028-2032. L'atteinte de la pleine capacité opérationnelle est projetée entre 2035 et 2040. Les contrôles à l'exportation de la Chine sont déjà activement appliqués, créant un décalage temporel critique avec ces échéances projetées. Bien que le recyclage présente une solution attrayante à long terme, son décalage opérationnel inhérent de 10 à 15 ans signifie qu'il ne peut répondre aux besoins immédiats car on ne peut récupérer des matériaux de produits inexistants. Par conséquent, d'ici l'année 2030, la contribution des efforts de recyclage restera négligeable. La substitution de matériaux, bien que conceptuellement prometteuse, nécessite un cycle pluriannuel prolongé pour un développement complet, des tests rigoureux et une mise à l'échelle industrielle subséquente. Si les technologies de batterie sans cobalt émergent, leur maturité actuelle pour une application universelle reste limitée. De plus, pour les moteurs à haute performance nécessitant des aimants aux terres rares, aucun substitut véritablement viable n'existe à ce jour. La vérité indéniable est que chaque résolution technologique est intrinsèquement limitée dans le temps.
Et le temps est précisément la ressource critique qui fait actuellement défaut aux économies occidentales. Élargissons notre perspective. Les nations occidentales peuvent-elles vraiment échapper à cette dépendance? La vérité dérangeante est probablement pas entièrement. L'avantage de la Chine est durable. Même avec un investissement occidental maximal, la séparation des terres rares lourdes restera sous domination chinoise au moins jusqu'en 2035. Le savoir-faire technique spécialisé que les initiés de l'industrie qualifient d'art noir ne peut être reproduit par rétro-ingénierie en peu de temps. Les restrictions chinoises sont précises. Elles peuvent cibler des matériaux spécifiques, des produits particuliers et des pays individuels, maximisant leur influence tout en minimisant tout préjudice auto-affligé. De plus, la stratégie de la Chine est sophistiquée. Il n'emploie pas d'embargo grossier. Il cultive l'incertitude, approuvant certaines licences tout en refusant d'autres et offrant des trêves temporaires avant de réescalader. Cette stratégie maintient les entreprises occidentales dépendantes, car la construction d'alternatives n'a de sens que s'il y a une certitude absolue que l'approvisionnement chinois cessera. En maintenant l'approvisionnement à 70 à 80% de la demande, la Chine s'assure que les solutions alternatives restent économiquement non viables. Ceci illustre l'art de la diplomatie économique à son apogée. Le résultat le plus probable étant un accommodement géré. L'Occident développera une certaine capacité alternative, s'approvisionnant peut-être à 30 à 50% de ses besoins en dehors de la Chine. Ce sera suffisant pour réduire la vulnérabilité, mais insuffisant pour atteindre une pleine indépendance. Le reste implique une dépendance négociée nécessitant des compromis, des transferts de technologie et des concessions géopolitiques. La transition vers les énergies renouvelables destinée à libérer l'Occident du pétrole du Moyen-Orient a plutôt créé une dépendance envers une seule nation avec un contrôle plus concentré que l'OPEP n'en a jamais possédé. Ainsi, voici notre position actuelle. La Chine a passé 3 décennies à établir une domination inégalée sur les matériaux essentiels à la vie moderne. Ils ont accompli cela pendant que l'Occident était autrement occupé. Ils l'ont fait avec une clarté impitoyable et en externalisant les coûts environnementaux et humains sur les communautés les plus appauvries du monde. Maintenant, ils exercent ce pouvoir. La guerre invisible n'approche pas. Elle a déjà commencé. Et ce conflit ne se mène pas avec des missiles. La lutte se déploie à travers le maillage complexe des chaînes d'approvisionnement, des capacités de transformation et des agréments réglementaires souvent onéreux. Les nations occidentales ne disposent que d'un laps de temps contraint, une petite décennie tout au plus, pour bâtir des alternatives viables. Néanmoins, même les efforts les plus acharnés ne sauraient abolir cette dépendance. Ils n'en atténueront que la portée. L'enjeu majeur n'est pas de déterminer si l'Occident peut triompher de cette confrontation, mais plutôt s'il peut subsister sans aliéner sa souveraineté économique. Et le temps s'écoule inexorablement. Si cette analyse vous a tenu en haleine jusqu'à son dénouement, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quelle est la préoccupation la plus lancinante? L'hégémonie écrasante de la Chine sur les terres rares ou la catastrophe environnementale sur laquelle repose cette mainmise? Et pour des analyses plus poussées des conflits larvés qui reconfigurent les équilibres planétaires, n'oubliez pas de vous abonner. Cette tribune a pour vocation de mettre en lumière des réalités que les médias traditionnels préfèrent souvent éluder. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochain échange.